comédien de télé, comédien de ciné. Alors Pierre-Patrick, c'est une première en France. On vous a installé une prothèse de bras bionique. Expliquez-nous. BDiste, animateur, stand-upper. Qu'est-ce que tu penses de mes bruits de tuyauterie, François? Trop mignon. Ah ouais. Réalisateur, chroniqueur. Oui, ça va, on le connaît, ton refrain. Si t'aimes tellement le zouk, mais t'as qu'à bouger ton cul. Streamer, auteur, chanteur. Dis donc, c'est pas toi qui aurais foutu des affiches de merde un peu partout? Exactement. Bonjour et bienvenue sur Ideal for Artists, le podcast des artistes entrepreneurs. Je suis Laurent Baudin et je suis ici pour donner la parole aux artistes qui ont décidé de devenir aussi des entrepreneurs. L'idée, c'est d'évoquer avec eux leur parcours, comprendre comment ils se sont structurés pour devenir indépendants, comprendre comment ils travaillent, leurs succès, leurs difficultés, leurs joies, discuter et apprendre avec eux. Aujourd'hui, c'est Monsieur Poulpe qui est avec nous, artiste aux multiples tentacules avec qui on va pouvoir parler humour, audiovisuel, production, écriture. J'ai la chance de travailler avec lui depuis plusieurs années maintenant, et on va pouvoir vous donner quelques infos sur les coulisses de pas mal de ses projets. Je suis très heureux de te recevoir aujourd'hui. Comment ça va, Poulpe ? Ça va très bien, Laurent, je suis ravi de te rencontrer. Alors ça fait à peu près 20 ans qu'on s'est rencontrés pour la première fois, Exactement. mais aujourd'hui c'est un peu notre nouvelle rencontre, c'est la première fois que je t'interviewe. Moi, je découvre un nouveau Laurent. Ouais, donc déjà tu sens un peu le ton que j'emploie, ce petit sourire dans la voix, c'est toi qui m'as appris ça. C'est du miel dans mes oreilles actuellement. Aujourd'hui on va parler pas mal de ta carrière. Moi, je pense que les gens ont besoin de ça, ont besoin de savoir un peu ma carrière. Je pense que c'est quand même assez important. Ouais, je pense pour la que société. et je pense qu'ils ont besoin de savoir aussi tout ce qu'ils ne savent pas. Oui, parce que les gens vont mal de ne pas savoir. Ouais. Et heureusement, on va bien tout vous dire de moi, et vous irez beaucoup mieux après. On a reçu beaucoup de messages. On voudrait en savoir plus sur Poulpe, Dans tout la ce qui nous message cache. box Ouais, de Ideal. exactement. Et donc voilà, aujourd'hui c'est un peu l'interview vérité. Hein. D'accord. Tu vas adorer. Prenez vos canoës, car voilà l'interview fleuve. Ouais, on est parti pour à peu près 8 heures ensemble. D'accord. Donc j'espère que t'es prêt. J'ai pris ma tente. Il Tout fait va bien. 235 degrés là où on est. Oui. On est parfait. Actuellement, mes auréoles sont le Texas et le Nebraska. Du coup, pour ta carrière, j'ai décidé de pas faire dans l'ordre chronologique parce que c'est beaucoup trop compliqué. D'accord. Donc je suis parti sur une espèce de liste. Comédien de télé, comédien de ciné, streamer, auteur, chanteur, chroniqueur, doubleur, BDiste, animateur, stand-upper, réalisateur. Et justement, dans tous ces métiers-là, parce qu'on a l'impression que tu les as tous fait du coup, tous les métiers à peu près de l'audiovisuel, tous les métiers artistiques de ce côté-là. Est-ce que tu en as un que tu préfères aujourd'hui ? Est-ce qu'il y en a un que tu as préféré ? Non, parce que moi j'aime ça, c'est ce dont tu parlais, c'est d'explorer toutes les façons possibles de créer et de raconter des histoires. Donc en fait, non, il n'y a pas un truc. Au contraire, ce qui est génial, c'est d'avoir cette liberté de pouvoir. Il y a un moment, tu dis, ok, tiens, j'ai envie de faire ça. Et comme ça, tu n'as pas le temps de te lasser et tu peux revenir à une activité plus tard, la reprendre, machin. Donc il n'y a pas un truc que j'ai préféré plus qu'un autre. Par contre, si ça t'arrange pour le podcast, je peux mentir. Je peux dire, par exemple, le stand-up, tu vois. Mon spectacle, c'est vraiment le moment que j'ai vraiment préféré de toute ma carrière. Ouais, ça sera pour l'extrait stand-up. tu- Et si j'ai besoin qu'on fasse plus la promo de l'audiovisuel, du coup, tu me diras. Vraiment, l'audiovisuel, c'est vraiment l'activité préférée que j'ai pu avoir. Non, mais en fait, dans ta réponse, il y a quelque chose dont je voulais parler, c'était le fait de se lasser très vite. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est ça le moteur principal qui te fait changer d'un métier à l'autre, ou est-ce que c'est la curiosité ? Non, mais avec le temps, j'ai compris que, en fait, il y a un peu deux formes de cerveau dans nos métiers d'audiovisuel. Il y a les cerveaux qui ouvrent et les cerveaux qui referment. Tu vois. Ok. Et je sais pas si je développe, tu Ouais. me dis si tu es OK ou pas. Mais en gros, moi, par exemple, j'ai un cerveau qui ouvre et je vais sans cesse ouvrir mon truc de création et essayer de constamment aller chercher un truc plus large, plus loin, plus loin. Et tu as des cerveaux qui referment, c'est-à-dire pas dans le sens on ferme la fenêtre et ciao, mais plutôt on recentre. Tu vois, tu as des cerveaux qui recentrent le débat, ce que moi je suis incapable de faire. Et pour moi, il y a ces deux types de cerveaux-là. Tu es d'accord avec ça ou pas ? C'est qu'il y a un cerveau un peu pragmatique et un cerveau très open-wide, quoi. Ouais, et puis dans les cerveaux qui referment, moi, dans les artistes que j'ai pu côtoyer, il y a aussi ceux qui ont besoin de creuser un sillon Exactement. longtemps, Ouais. régulièrement. Mais c'est pas péjoratif, Non, quand non, je dis au cerveau qui contraire. ferme. Tu vois, c'est un cerveau qui remet des rails, quoi. Ouais.
Ce qui peut être le Et cas, tu vois, de gens qui ont publié 3, 4, 5 livres, tu vois, sur le même thème, Ouais. qui vont explorer le même truc, et en fait qui restent dans ce truc-là. Mais après, tu l'as à toutes les étapes de la création, c'est que tu peux l'avoir aussi juste à l'élaboration d'un format, où moi je vais dire, ok, on part d'une émission de dating, bon bah ça serait génial qu'en fait on imagine qu'il y a des aliens qui vont faire du dating avec des humains et machin, et les cerveaux qui referment va dire, oui, alors en fait, on vise TF1, donc en fait, ça s'adresse à la ménagère, donc il faut plutôt un type de gars, plutôt une quarantaine d'années, tu vois, des trucs plus pragmatiques, quoi. Et d'ailleurs, là, parce qu'il y a tous les métiers, mais il y a aussi toutes les étapes de la création. Toi, l'une des particularités aussi de ta carrière, c'est que j'ai l'impression que tu as fait un peu tous les maillons de la chaîne. Ouais, Parce que finalement, auteur, réalisateur, comédien, bah même commercial, quand tu es sur les réseaux sociaux, quelque part, hein, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Vendeur Ouais. de tes propres prods. Ouais. Et il y a Bah, ça aussi. en fait, moi, j'ai commencé à créer du contenu en 1998. Non. Ma première vidéo sur Internet, c'était début 98. Et à ce moment-là, bon, les réseaux sociaux n'existent pas, YouTube n'existe pas. Enfin, tu es obligé d'aller mettre ta vidéo sur un site Internet. Enfin, voilà. Mais du coup, à ce moment-là, tu es obligé d'avoir toutes les casquettes. C'est que tu connais personne, tu n'as pas de réseau. Tu es obligé d'être autant auteur que technicien, que comédien, que monteur, que commercial. Enfin, il y a tout. Donc, du coup, moi, très tôt, j'ai compris tous ces postes-là, tu vois. En faisant, j'ai compris. Et après, du coup, comme j'ai eu cette appétence d'aller explorer un maximum tout ce qu'on peut faire, du coup, ouais, je me suis fait plaisir. Là, actuellement, je travaille pour BBC Studio. Je suis vraiment à l'étape 1 de la création de formats. C'est-à-dire que j'invente des formats d'émissions et après, je les lâche et BBC prend le relais et les fabrique, tu vois. Mais alors qu'avant, j'étais plutôt à la fin de la chaîne. C'est Ouais. qu'on me confiait un job quand, par exemple, j'étais Miss Météo au Grand Journal. Bah, en fait, j'avais à la toute fin de la chaîne de production, moi, je venais et je faisais ma chronique de 3 minutes, mais alors que toute la chaîne de production était déjà fabriquée. Donc, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir justement te balader dans tous ces trucs-là, quoi. Et peut-être qu'un jour, je trouverai l'endroit qui me satisfait, mais moi, j'ai besoin d'avoir ce truc-là, d'avoir plein de projets en parallèle, d'avoir plein de trucs de front qui avancent. Et systématiquement, l'un va nourrir l'autre. Parce que Mm, mm. comme tout est assez différent, moi, j'ai cette chance d'avoir cette liberté de pouvoir, tu vois, m'auto-alimenter sur plein de trucs différents, quoi. Et est-ce que tu penses que c'est ça qui t'a fait aussi passer le cap d'aller vers la production? Parce que aussi, c'est déjà le thème du podcast, c'est l'artiste producteur. Parce que tu aurais pu te contenter, entre guillemets, de faire tous les maillons de la chaîne du côté Ouais. artistique. Déjà, est-ce que tu peux nous dire quand est-ce que tu es passé du côté de la prod? Alors, presque tu as déjà répondu, parce que finalement, en 98, quand tu postes ta première vidéo autoproduite, Ouais, mais je le savais pas, tu vois. Ouais. Moi, en fait, moi, ça me parlait pas. Pour moi, la production, c'était des gens qui font des contrats, tu vois. Ouais. Donc, c'est bien plus tard que j'ai compris qu'en fait, je faisais déjà le taf de producteur depuis le début. Mais en gros, moi, je me suis mis à la production par ego, pour être, pour un être tout à excellent pour être moteur. tout à fait honnête. C'est quand je fais l'adaptation de Recettes Pompettes, donc une émission québécoise, et je fais Recettes Pompettes en France via le studio Bagel. Et en gros, ben, je dessine tout le décor, je crée le générique, je vais chercher les artistes qui vont composer le générique, je vais chercher les comédiens, les machins. Et je fais à moitié le taf de programmateur, je suis au montage, et en fait, on connaît le succès de Recettes Pompettes. Enfin, en tout cas, moi, tous les jours, on me le rappelle. Ouais. Et, et en gros, là, je comprends que en fait, il y a un producteur qui est derrière ça, sauf qu'en fait, c'est moi qui ai fait 90% du taf de production artistique. Et là, je me dis, bon, attends, il y a un truc relou, c'est que tout le monde me félicite pour l'animation, mais pas pour le reste, alors que j'ai fait tout le reste. Et je me dis, bon, ça fait chier, en fait. Là, j'ai envie d'aller avoir le statut qui me correspond par rapport au taf que je suis en train de faire. Surtout que derrière Recette Pompette, moi, du coup, je commence à réfléchir à d'autres formats, d'autres créations et tout. Et je me dis, bah, en fait, là, je prends le chemin de la production. Donc, du coup, je m'associe avec Vanessa Bria, qui était ma meilleure amie depuis déjà de nombreuses années à cette époque-là, qui était dans la production. Et je lui dis, écoute, moi, j'ai envie de continuer ce truc que j'ai fait sur Recette Pompette, mais de façon indépendante.
Elle avait envie de voler de ses propres ailes aussi. Et c'est comme ça qu'on a créé ce binôme où, en gros, moi, je m'occupais de tout le côté artistique et elle, tout le côté administratif. Et c'est comme ça qu'on a créé cette boîte de production et que je suis devenu producteur. Mais moi, j'ai toujours senti producteur artistique. Ouais, mais du coup, c'est intéressant ce que tu racontes parce que, en fait, t'es devenu producteur parce que tu considérais que tu faisais déjà le taf de producteur. De l'ego de merde. Non, je dirais que non, mais c'est. C'est un peu. Non, je trouve qu'il y a un côté, c'est de la pratique. C'est-à-dire, en fait, c'est quelque part, c'est reconnaître que tu étais déjà en train de le faire. Si t'as Ouais. pas décidé de devenir producteur au sens, bon, bah, j'ai une feuille de route, demain, je vais faire de la production. En fait, c'est plutôt, en fait, je fais de la production, donc on doit me reconnaître ce statut de producteur. Ouais. Et puis, je sais plus qui me l'a dit, mais en fait, c'est quelqu'un m'a dit, quand j'ai dit ce que j'avais fait sur cette pompette, donc tout le off que j'avais fabriqué, quelqu'un m'a dit, mais donc du coup, t'es producteur. Et là, j'ai eu, tu sais, comme dans Nicky Larson, le corbeau qui passe au ralenti derrière toi, là, comme ça. Et là, je me suis dit, ah bah merde, oui, c'est vrai, en fait. Et là, du coup, j'ai commencé à m'intéresser au bordel et à me dire, oui, bon, faut que je fasse ça. Donc là, tu t'associes avec Vanessa, Ouais. tu montes Ninja, Exactement. Ninja et associé. Ouais. Feu Ouais, Ninja. Feu associé. Ninja et associé, puisque Ouais. comme tous les bons entrepreneurs, eh ben, tu fais partie de ceux qui ont déjà Fermer sa boîte. fermé sa boîte. Bah Tu sais, ouais. c'est ce qu'ils disent dans C'est les la podcasts. rançon du succès. Dans les podcasts d'entrepreneurs, c'est alors, t'as eu combien d'échecs avant d'en arriver là? Mais, et alors, du coup, comment est-ce que tu as appris ce métier de producteur? Ben, en fait, je me suis rendu compte que je savais déjà faire tout le taf de production artistique. C'est-à-dire, en gros, la production, c'est en vrai. Moi, j'ai une phrase, tu me dis si ça t'évoque quelque chose. Pour moi, la production, c'est mettre les bonnes personnes au bon endroit. Mm. Et du coup, bon, bah, je crois que je sais le faire. Ouais. Tu en fais partie, par exemple. T'es une bonne personne que j'ai mis au bon endroit, par exemple. Mais en tout cas, très vite aussi, je me suis rendu compte qu'il y avait des aspects de la production que vraiment je ne peux pas faire. C'est-à-dire, j'ai pas les capacités mentales de faire toute la partie administrative. Je suis débile à souhait. C'est aussi pour ça qu'Ideal existe. Hein, c'est pour des gens comme moi. Mais il y a aussi toute une partie très très chiante, et je le vis encore actuellement avec BBC, c'est la partie commerciale. Mhm. C'est aller voir des diffuseurs, aller voir des sponsors, donc aller chercher l'argent. Et ce truc-là, pour moi, c'est une étape que je trouve chronophage, énergivore et très déprimante. Je pars du principe, mais ça c'est un peu sur tous les niveaux de ma vie, je pars du principe qu'on est toutes et tous dans un bac à sable géant et qu'on est là pour s'amuser ensemble. Et sinon, vraiment, ça vaut pas le coup de vivre. Voilà, c'est ma philosophie de vie. Donc il y en a évidemment qui sont pas vraiment d'accord avec ça. Mais en attendant, quand je vais essayer de vendre un projet ou chercher du financement ou quoi, je vais voir quelqu'un, je dis voilà, il y a ça, est-ce que ça t'intéresse? Oui, non. En fait, je rêve d'un monde où on me dit « Ah oui !» et on met l'argent sur la table et on avance. Ou « Ah non !» fin. Sauf que Dans la vraie nous vie. sommes dans la vraie vie, et dans la vraie vie, il n'y a jamais un « Ah oui !» ou un « Ah non !» C'est que s'il y a un « Ah oui !» c'est « Oui !» je sais pas. Enfin, c'est de la merde qui dure 8 mois. Ou alors « Non !» Enfin, je sais pas. Enfin, et le « Non !» aussi, c'est de la merde qui dure 8 mois. Ah, parce que personne ne peut passer à côté d'une bonne occasion. C'est un enfer. C'est un enfer parce que c'est une perte de temps de dingue. Ça fait perdre du temps à tout le monde et pas que aux deux personnes qui sont dans les bureaux pendant l'échange. C'est que ça fait perdre du temps à tous les subalternes derrière qui doivent préparer des dossiers, des PDF de merde pour rien pendant 1 an, 2 ans. Enfin, et ce truc-là, moi, me rend fou et je suis très content d'éviter au maximum de revivre ce genre de situation. Ouais, parce que quand même, artiste-producteur, il y a quand même parfois un côté un peu antinomique. Hein, c'est un peu le... Ouais. Et c'est justement à partir de quand le fait d'être si impliqué dans la production peut tuer un peu la créativité. Parce que justement, c'est de là que tu mets la limite, c'est-à-dire c'est l'aspect peut-être commercial qui à un moment va aller trop loin. En fait, t'es obligé de faire des concessions pour faire rentrer des ronds dans des carrés, en gros. Des ronds, tu veux dire de l'argent. Ah, Hmm. il a de la répartie, le salaud. Non, mais évidemment que Après, moi, j'ai appris très tôt que même si tu as, toi, toute la liberté du monde, quand tu vas sortir ton projet et que tu vas le donner au public, il y a forcément un truc sur lequel tu es frustré. Parce que même si tu as toute la liberté du monde, peut-être que sur le tournage,
il y a un corbeau qui est passé derrière toi à un moment et que ce plan, tu es obligé de le prendre parce qu'il se dit un truc et donc à chaque fois que tu reverras ton film, tu reverras ce putain de corbeau, même si tu avais toute la liberté du monde. Donc de toute façon, j'ai compris très vite que le métier d'artiste n'est qu'une longue et pénible frustration. Donc du coup, je l'accepte et donc j'arrive à concilier et la casquette d'artiste et la casquette de producteur quand je dois faire des concessions. Donc du coup, un artiste-producteur, ça serait un artiste qui a reconnu l'aspect frustrant parfois de Ouais. sa création et qui l'accepte et qui décide de faire avec. Ouais, et puis après, c'est à quel point tu arrives à prendre de la hauteur et à perdre un peu de ta radicalité en te disant, bon, bah cette cartouche-là, elle est un peu de la merde, et puis la prochaine, peut-être qu'elle sera mieux. Et de toute façon, une carrière, c'est ça, tu vois. En vrai, c'est un long marathon chiant où tu transpires et tu vomis tous les 500 mètres, tu vois. Et donc, il faut accepter très vite qu'en fait, il y a plein de moments où bah, tu ne seras pas très heureux de délivrer des choses, quoi. Et, et aujourd'hui, tu continues à être artiste-producteur ou est-ce que tu acceptes encore d'être que artiste parfois sur certains projets? Bah, je l'essaye là. En ce moment, j'essaye de. Donc, j'ai été artiste-producteur pendant 7 ans, je crois, 8 ans. Et là, depuis 1 an, je me remets à travailler pour d'autres gens avec un petit côté safari. Mhm. Tu vois, de me dire, bon, comment moi je le vis, comment les autres le vivent, comment ça se passe, est-ce qu'il y a un vrai truc qui peut naître de tout ça et tout. C'est dur. Ouais. Franchement, c'est dur parce que quand tu as été habitué à maîtriser à peu près de A à Z tout ce que tu sors, là, il y a un truc où même tu vois, tu découvres des systèmes de production qui ne te ressemblent pas, ou des modes de fabrication qui sont pas logiques pour toi, ou des gens, pas les bonnes personnes qui n'ont pas été mis au bon endroit, tu vois, où tu vois des problèmes dans la chaîne de production quand tu bosses pour d'autres prods. Donc il y a un truc qui est assez compliqué. Ouais. Ok. Mais tu trouves quand même du plaisir? Tu as l'impression d'apprendre quelque chose en faisant cette nouvelle étape? Ouais, je me dis que je sors de ma zone de confort et comme elle était déjà inconfortable, bon, finalement, ça va, tu vois. Ouais, et puis toujours l'idée d'éviter la lassitude et Oui, d'avoir oui, toutes les non, non, cordes. puis surtout, j'essaye, je sais que c'est pas mon exercice préféré, mais en même temps, je pense que c'est hyper important, de toute façon, dans ce métier, d'aller toujours travailler avec des nouvelles personnes et des nouvelles têtes et des nouvelles énergies pour jamais trop rester consanguin, parce que c'est là où tu t'enfermes dans un truc qui est débile, quoi. Et ben alors là, merci hein, déjà pour ce Ben, merci premier à tour toi, d'horizon. Laurent, merci, au revoir, merci beaucoup, à bientôt. Non, et par rapport à ta longue carrière, comme on n'a pas voulu faire un truc chronologique, du coup, on a inventé un petit setup pour pouvoir parler un peu des projets sur lesquels tu as bossé, où on s'est dit, bah, comme t'aimais pas les choses un peu trop scriptées, qu'on allait laisser un peu le hasard parler. Donc en fait, là devant toi, tu as un panier. Alors comme on est principalement en audio, je décris, hein. Là, tu as une espèce de petit panier avec des papiers. C'est un papier de facture chinoise, je dirais. Oui, je dirais à peu près, je C'est pense que ça. ça vient de là-bas. Oui. Oui, ça vient de là-bas. Et là-dedans, il y a des papiers. D'accord. Et en fait, on va te demander de piocher là-dedans. Et tu sais, ça fera un peu comme à Koh Lanta, tu sais, quand tu dévoiles le nom, comme ça, on te demande ensuite de retourner devant la D'accord. caméra. Vers la caméra. Ouais, parce que c'est un audio avec une caméra. D'accord. Et donc, on va essayer de naviguer dans ta carrière en utilisant ce petit setup qui permettra de jamais savoir où on va atterrir. D'accord. Donc voilà, est-ce que tu peux nous faire le bruit du papier Bien qui sûr, qui en se remue? ASMR. Ouais, Tu veux en que je te le fasse à ASMR. la bouche ou en vrai? Ah, je voudrais bien que tu fasses les deux pour qu'on voit si on arrive à Alors, faire la ça, différence. c'est le bruit original. Et ça, c'est le bruit à la bouche. Putain, je suis incapable de distinguer l'un et l'autre. C'est ouf, hein? Non, c'est complètement fou. Ok, je pioche au hasard. Je prends un truc fluo, je sais pas ce que c'est. Ah, chez Poulpe, 100% live react. Ouais, non, premier live react. Ah oui, c'est pas du tout Oui. écrit. Ah oui 30 minutes 30 minutes de merde technique pour ce premier live sur Twitch. Bah ouais, c'est mon premier live sur Twitch. En fait, ça faisait hyper longtemps que je voulais streamer. Et à l'époque, quand j'ai découvert Twitch, j'étais dans le seul immeuble du 11e arrondissement de Paris qui n'avait pas la fibre. Donc j'ai dû attendre 4 ans.
J'ai dû attendre 4 ans de déménager pour avoir la fibre. Et là, du coup, j'ai pu streamer. Et mon premier live, c'est marrant, j'y ai repensé il n'y a pas longtemps. Je me disais, putain, il était vraiment génial, mon premier live. J'avais fait un live. Donc, je crois que je joue à un jeu vidéo, un truc comme ça. Et je parle. Il y a un moment, je parle à quelqu'un, mais il n'y a que mes phrases, on n'entend pas les réponses. Et je parle voilà, je dis des phrases, mais ça n'a aucun sens puisqu'on n'entend pas ce que je réponds. Et je reprends le live et tout. Je fais 1 heure de live comme ça. Et au bout de la première heure de live, je dis ok, ça fait 1 heure maintenant que je suis en direct et tout. Je pense que c'est important de faire une analyse de mon début de live Twitch parce qu'on ne sait pas, peut-être que j'ai pas les bons réflexes et tout. Donc je vous propose de tout de suite faire un live react de mon premier live. Et en gros, j'enregistrais en parallèle toute ma première heure. Et du coup, je mets en miniature la première heure que je commente Ouais. de moi-même. Je fais venir Fabien Olicard, qui est mentaliste, qui rejoint le live et qui analyse mon comportement en disant oui, là, on voit que tu te grattes beaucoup, donc ça veut dire que tu es stressé, machin. Donc il y a toute une analyse comportementale. C'est le truc méta, quoi. C'est Attends, c'est totalement- pas fini. Donc ça, c'est la première demi-heure où tu as Fabien Olicard qui m'analyse. Ensuite, il s'en va. Et la deuxième demi-heure, je dis bon, bah c'est cool, ça s'est bien passé. Qu'est-ce que tu en penses? Et là, c'est calé au moment de mon premier react où je me réponds. Tu vois le truc ou pas? Wow. Donc en fait, les phrases que je disais la première heure, je m'y réponds en live. Et là, les gens saignaient du nez devant Ouais, leurs écrans. ceux qui ont eu Tenet et tout ça, Ouais, les impôts. ouais. Bah là, il y avait un bug en fait dans la matrice de genre, bah, attends, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Et non, j'étais très content. Et je crois que j'ai éditorialement jamais fait mieux que mon premier live. Et après, j'ai streamé pendant, je sais pas, 3-4 ans. Et, mais c'est un... C'est dur le stream. Bah, en fait, l'exercice, je l'adore. Et en même temps, si tu veux que ça marche, il faut une rigueur et une régularité de fou. Et en fait, moi, je peux pas parce que c'est pas ma seule activité. Mm. Le stream, donc du coup, en fait, si tu veux que ça marche, il faut faire 8 heures par jour, 5 jours sur 7, quoi. Et du coup, non, j'ai lâché parce qu'il y avait un moment où je me disais, je me bats contre des moulins, en fait. Et puis ce gâteau qui est Twitch France, il a de plus en plus de parts, Ouais. il y a de plus en plus de streamers, mais il n'y a pas plus de public. Donc il y a un truc où tu fais, bon, en fait, il y a un moment, c'est trop la bagarre pour choper des followers, et en fait, c'est chiant, quoi. Quand tu fais ce premier live, du coup, c'est juste après avoir fait les émissions sur Canal. Ouais, Donc Crac Crac, Poulpe Vision, ouais. Et est-ce que tu analyses ça aussi comme un espèce de retour aux sources, du genre, bon, bah, ok, je suis passé de gros tournages avec des dizaines de techniciens sur des plateaux, avec des retakes en permanence, etc. Et je reviens finalement sur un live direct Twitch parce que, en fait, je veux revenir un peu à l'essence du truc. En fait, il y a deux choses. Il y a le rapport au public, où là, tu as un truc où tu es instantanément avec le public et tu as leur retour immédiat. Et c'est génial d'avoir ce vrai truc interactif. Donc moi, je voulais ça. Et l'autre chose, c'est la rapidité de création. C'est que tu vois, sur Canal, entre le moment où tu as une idée et le moment où c'est diffusé, tu as 8-9 mois, tu vois, qui passent. Là, tu as littéralement 3 minutes. C'est que tu as une idée, tu fais 2-3 trucs Photoshop pour te faire un cadre et machin, et hop, c'est parti, quoi. Et moi, je voulais revenir à ce truc-là d'immédiateté, en fait. Alors, je suis d'accord avec toi, sauf que justement, on a tendance à penser que tous les artistes, tous les streamers sont en autoprod, alors que c'est pas forcément le cas. Il y a même Non, des pas du grosses tout, prods bien sûr. derrière les streamers, Il y a des notamment grosses Webedia. majors, ouais, bien sûr. Et finalement, on se rend compte qu'il y a également maintenant des processus de production très longs sur les émissions, Ouais. sur les contenus proposés sur Twitch. Ouais. Et qu'en fait, est-ce qu'il reste encore des mouvements purement spontanés? Oui, ça arrive, on le voit avec Anime, là, en ce moment, qui explose tout, qui est un streamer ça fait déjà quand même pas mal de temps qu'il stream, et là, de nulle part, le gars s'est retrouvé... Mais comme comment Amine Mathieu avait eu la même, c'est que lui aussi, il était dans sa chambre, et puis d'un coup, ça pop, et il n'était pas vraiment rattaché à la base à des Ils sont venus le régies chercher après. voilà, des régies pub et tout, mais après, très rapidement, évidemment, que quand tu connais un succès homemade et indépendant, très rapidement, il y a quelqu'un qui tape à ta porte avec un attaché case quand même très vite. Oui, et c'est là où c'est pas mal d'être déjà un peu mentalement préparé à être Ouais. artiste-producteur, parce qu'en fait, c'est le moment un peu clé Il faut être entouré. Ouais. où tu as fait quelque chose par toi-même, et tu as l'industrie qui se tourne vers toi. Mm. Et c'est là où il faut être en mesure, on va dire, de faire les bons choix, notamment sur le fait, ok, jusqu'à quel point je vais lâcher ce que j'ai inventé,
qu'est-ce que j'obtiens en échange? Et c'est là où tu peux justement, où tu peux faire des choix entre proposer une coproduction, proposer de Bien rester sûr. producteur, garder la production artistique de ton contenu, Mais ça, mais déléguer la production déléguée. tu vois, faut quand même avoir un peu de chance de tomber sur des gens qui vont te conseiller et pour que ça t'arrange toi. Quand toi, tu viens littéralement, quand on parle des streamers, de ta chambre, Ouais. tu n'as pas, tu vois, ce réseau-là. Alors, il y en a, tu vois, par exemple, Domingo, le hasard a fait que sa mère travaillait dans la production audiovisuelle. Ok. Donc, en fait, quand lui, ça a commencé pour lui et tout, bon, bah, il était baqué et il était protégé. Mais il y en a plein pour qui c'est pas le cas. Et on l'a vu, hein, c'est il y a eu tout un cataclysme sur YouTube il y a quelques années où tous les YouTubeurs sont partis des grosses majors pour créer leur propre major. On l'a vu avec Squeezie qui a quitté Webedia pour créer sa propre compagnie et sa propre régie pub et tout. Il y a un truc où c'est toujours le même cliché qu'on a vu sur toutes les plateformes audiovisuelles, que ce soit le cinéma, la télévision, la musique, le machin. C'est toujours le cliché du petit artiste qui explose. Des producteurs arrivent, le saignent au niveau des contrats. Il met 5 ans à s'en rendre compte, il finit son contrat, ça se finit très mal avec ses producteurs et il se barre ailleurs. Et c'est le truc, c'est un éternel recommencement. Peut-être qu'un jour, sur une prochaine nouvelle plateforme qui va arriver, peut-être qu'il y aura une régie pub qui va dire bah non, on va le faire intelligemment pour viser une durée et pas juste faire un coup de poker pendant 5 ans et se mettre à dos des gens, tu vois. Ouais, bah, je pense qu'ils vont être un peu obligés parce qu'en fait, moi, ce dont je me rends compte chez Ideal, si tu veux, c'est que quand même, les plus jeunes artistes aujourd'hui arrivent déjà quand même un peu baqués au niveau business, principalement parce qu'il y a beaucoup de contenu disponible sur justement un peu les coulisses de la création, ce qu'on est en train de faire là, hein, tu vois, ce podcast, c'est aussi ça, hein. Et du coup, ils arrivent, alors ils n'ont pas forcément toutes les clés de réponse, mais j'ai envie de dire, ils ont déjà les bonnes questions. C'est-à-dire qu'ils savent déjà, ils sont vachement plus préparés, je trouve, qu'il y a 15-20 ans, où tu Mais, n'avais pas de contenu, en fait. mais pour le coup, tu vois, je pense que ChatGPT peut être une Exactement. vraie aide juridique pour plein de créateurs qui n'ont pas les contacts et les réseaux. Ça peut être hyper intéressant à ce niveau-là. Bah, en tout cas, pour se poser les bonnes questions. Après, Mm. voilà, il y a la question ensuite d'apporter les bonnes réponses. Ouais. Où là, il vaut mieux avoir des gens qui ont de l'expérience. Et puis aussi, il y a la question de la finesse de la négociation. Parce qu'en fait, nous, on le voit, parce qu'on a des gens qui utilisent pas mal le chat GPT parfois dans nos discussions. Et ce qui manque encore à ces outils, je ne sais pas si un jour ils arriveront à l'avoir, c'est la finesse du caractère très social d'une relation de négociation. Mm. Qui est qu'en fait, une relation de négociation, parfois, et ça c'est amusant parce qu'on l'a vécu aussi ensemble, on ne peut pas citer le dossier, mais c'est parfois au moment de la négo que finalement tu donnes la couleur de toute ta relation qui va se dérouler derrière. Et que finalement, parfois, il faut savoir accepter des choses sur une négo juste pour favoriser la relation derrière et que finalement cette relation soit meilleure Ouais. que si tu avais négocié un peu plus fort. Ouais. Mais non, mais en tout cas, c'est hyper intéressant sur cet aspect justement autoprod qui ensuite est récupéré par l'industrie. Mm. Le fait que toi, tu sois toujours allé d'un chemin à l'autre, c'est-à-dire passer de la production audiovisuelle classique pour ensuite revenir à Twitch, moi je trouve ça assez fort. Et c'est là où il faut que tu tires un nouveau papier pour qu'on puisse rebondir, D'accord. pour voir justement jusqu'où ça va nous Je emmener. me dépêche, Laurent, je tire un papier. Aperigame by Apericube. Ah bah si, On si, si. est toujours sur Twitch. On est toujours sur Twitch. Ça, c'est un dossier qu'on a, pour le coup, c'est une prod qu'on a fait ensemble. Ouais. Et là, c'est juste pour parler quand même de peut-être un peu de la relation aux marques, qui est un des business aujourd'hui de l'audiovisuel. Bien sûr. C'est le fait que les marques passent directement par des créateurs de contenu pour créer du contenu artistique ou ludique qui finalement va leur servir pour leur notoriété sans forcément passer par les codes du marketing traditionnel, c'est-à-dire mettre en avant le produit ou ce genre de choses. Ça Ouais. fait déjà quelques années que ça existe, mais toi, tu connais bien. Ouais, en fait, nous, on a commencé à vraiment créer ce modèle à l'époque de Studio Bagel, où donc l'existence du Studio Bagel ne tenait que grâce à des marques qui sponsorisaient les vidéos. Et en gros, on a créé ce modèle de placement produit. Alors, je dis on l'a créé, je pense que les Américains l'avaient créé avant nous, mais en tout cas, nous, en France, il n'y avait pas ce truc-là. En gros, de faire une vraie collaboration entre la marque et le créateur et l'artiste et de twister un peu l'exercice de la promotion. C'est qu'avant, il y avait
telle marque, je sais pas, on va dire Schweppes présente et tu avais la vidéo derrière. Et nous, on l'a rentré à l'intérieur de ce truc-là et on l'a détourné et tout. Et les marques ont compris que en fait, ça touchait, ça donnait une image positive auprès du public on a accepté de confier notre marque à un créateur et il en a fait ce qu'il voulait. C'est faux. En vrai, il valide quand même tous les textes et compagnie. Mais en tout cas, voilà, ce modèle est arrivé comme ça. Et maintenant, on le voit YouTube a un peu perdu en chemin son Eldorado de marque, mais maintenant, il est sur Twitch. Et donc, c'est vrai que, par exemple, Apéri Games, c'est l'exemple parfait. C'est que Apéricube veut être présent sur Twitch, passe par une agence de com, donc en l'occurrence BETC. BETC me contacte, me dit, voilà, on voudrait créer du contenu avec Apéricube sur Twitch. Qu'est-ce que ça t'évoque? Toi, t'avais envie de faire un jeu depuis Voilà, longtemps. moi, ça faisait longtemps que je voulais faire un jeu, genre un comedy game débile sur Twitch. Je dis, moi, j'ai cette idée-là. Je pense qu'on peut mixer le côté apéro, apéricube, soleil estival, paillote et compagnie sur Twitch dans un jeu, quoi. Et de là, hop, on est parti, on a créé un jeu et voilà. Et on a fait, je sais plus, 4 numéros, je crois, un truc comme ça. Ouais, 6, je crois. 6, je Ouais, sais je sais plus. Ouais, et c'est vraiment des nouveaux modèles de production aussi, parce que comme tu dis, en fait, la marque arrive avec un besoin, mais finalement, le créateur peut quand même utiliser ça pour tester des choses qu'il a envie de tester. Parce que moi, je me souviens de l'époque, des discussions qu'on avait ensemble, c'est que toi, tu disais, moi, je veux bien le faire si je peux faire un jeu, en Ouais. gros. Mais après, ça dépend. C'est vraiment au cas par cas. C'est que des fois, l'agence de com qui fait le tampon entre la marque et le créateur doit justifier aussi sa paye et sa présence. Donc, des fois, là, c'est l'agence de com qui va dire, OK, on va faire un jeu. Et ensuite, l'agence de com va sélectionner des créateurs qui pourraient animer ce jeu. Mais donc, on prend l'exemple du jeu, mais ça peut être plein de choses. Ça peut être des sketchs, ça peut être des fausses émissions de dating, enfin, peu importe. Mais en tout cas, oui, la création est quand même au centre du truc, quoi. C'est pas une simple pub. On continue le piochage de D'accord. papier. Très bien. Mange mon geek. Ah, bah oui. Ah, Moi, c'est comme ça que je t'ai connu. c'est vrai? C'est pas Mange mon geek? Bah oui. Donc Mange mon geek, c'était sur la chaîne No Life. On parle de ça, c'était donc il y a 4000 ans, je crois. Bonjour et bienvenue dans Mange mon geek. Mange mon geek, l'émission qui nourrit ceux qui se nourrissent de jeux vidéo. Donc là, on l'entend à ta voix, Un étalon sauvage. un étalon sauvage d'une petite vingtaine d'années. Ouais, un peu plus tassé que ça, je dirais quand Ouais, même. Mais ouais, je crois que là, je dois avoir 20, je sais pas, 26, 25, 26, je sais pas. Ah ouais, bah vraiment étalon sauvage alors, Ouais, parce qu'on a vraiment l'impression sauvage. que... Spirit, l'étalon des plaines. Non, mais... Ça, c'est une autoprod ou c'est... Ça, c'est une autoprod, mais c'est même pas une autoprod, c'est qu'il n'y a même pas de papier. Il n'y a pas de production, il n'y a pas de structure, il n'y a rien. C'est qu'il y a c'est No ta Life. cuisine? Ouais, c'est No Life qui dit hey, tu veux faire des programmes? Moi, je dis ouais, je vais faire une émission de cuisine. Ok, bah, tu nous envoies le fichier. Voilà, tu vois, c'est vraiment ça, quoi, tu vois. Et ça a duré, je sais pas, 3 saisons, je crois, un truc comme ça. J'ai dû faire, 2 ou 3 ans. Il te donnait un peu de sous quand même? Non, je payais. Je payais pour acheter les ingrédients. Et voilà, personne n'était payé. Mais bon, c'était No Life en même temps, tu vois. Il y avait pas de surprise. On savait pourquoi on y allait. Et voilà, c'était la cour de récréation pendant 5 ans, quoi. Et du coup, c'était génial parce que en fait, ça permet déjà, ça permet de t'amuser, de fabriquer dans des conditions très rock'n'roll, mais trop cool. Et en même temps, ça permet d'apprendre dans le dur. Tu vois, c'est que ça soit Mange mon geek ou en parallèle, je faisais la série Nerds avec Davy Mourier. On a appris à fabriquer. Moi, là, mine de rien, même si c'est l'apocalypse à l'image, il n'empêche que tu apprends à sortir toutes les semaines une émission, tu vois, avec une rigueur, avec un système de production et tout. Nerds, on a fait 4 saisons de 26 épisodes par saison. Enfin, tu vois, et on a appris à fabriquer et à débiter du format, quoi, tu vois. Et c'était génial. Ça a été très, très fondateur pour moi.
Et donc, sur Mange Mon Geek, tu es à l'écriture seul ou il y a Davy qui participe aussi? Non, Davy, il passait une tête en guest, mais il Ok. était en invité, tu vois, dans l'émission. Il l'a fait 2 fois. Il fait Mario et il y a une autre fois où il faisait le Père Noël qui avait Tourette. Et en gros, en fait, Mange Mon Geek, c'était une émission qui s'écrivait en amont, mais aussi au montage. C'est que moi, j'écrivais l'émission, on la tournait, et ensuite, au montage, il y avait donc Olivier Simon qui montait avec moi. Et enfin, c'est surtout lui qui montait. Et lui apportait énormément d'idées au montage. Tu le vois au niveau de la réa, on est sur un truc très jump cut. Mm. Ça n'existait pas à l'époque, tu vois, le jump cut. Et donc, c'était un truc très punk, en fait, dans la fabrication, jusqu'au bout, quoi. C'est vraiment jusqu'au bout du bout. On ajoutait des vannes de montage, de trucs dans tous les sens, quoi. Tu disais tout à l'heure que la production, c'était mettre les bonnes personnes aux bons endroits. Justement, là, dans ton parcours, il y a aussi énormément de collaborations. J'ai envie de te dire énormément d'erreurs et d'échecs. Erreur de placement. Non, mais justement, tu as Ouais, collaboré bien avec. sûr. En fait, tu as collaboré avec des gens sur l'écriture, tu as collaboré avec des gens sur la réal, tu as collaboré avec des gens sur la prod, sur le montage. Enfin, je sais pas si on devait quantifier le nombre de collaborateurs artistiques que tu as eu, Mm. c'est quand même assez dingue. Si tu devais en citer un ou une, est-ce qu'il y a Ouais. quelqu'un qui t'a fait particulièrement kiffer ou tu t'es dit, putain, cette collab-là, Tu sais, moi, je viens du hip-hop, donc le featuring, c'est quand même quelque chose, c'est l'ADN du rap. Je sais pas, je pense que c'est plus des périodes, tu vois, mais évidemment, tout de suite me vient Davy Mourier, qui est un collaborateur de l'extrême sur 1000 terrains différents. C'est qu'on on a fait de la série, on a fait du flux, on a fait de la BD ensemble. Enfin, donc ouais, Davy Mourier, évidemment. Mais il y a d'autres gens, et pas forcément à l'image, tu vois. C'est qu'il y a des gens aussi au montage, ou je pense à Aslak Lefebvre, où on bosse vachement, où je le prends souvent en production exécutive, où il s'occupe donc de toute la post-prod et tout, et où on a des trucs de vraie collaboration artistique, tu vois. Donc ça se limite pas à 2 personnes devant une caméra, c'est qu'il y a aussi, tu vois, des collaborateurs artistiques qu'on voit pas forcément à l'image. Mais pour te citer deux, en vrai, je pourrais t'en citer 40, tu vois. Mais ça dépend aussi vachement de la forme d'expression aussi, tu vois. Après, c'est vrai que bon, nous, on travaille ensemble depuis plusieurs années. Tu disais tout à l'heure, oui, les artistes ont besoin d'être entourés parce qu'ils comprennent pas forcément tout ce qui leur arrive. Bon, nous, déjà, on peut le dire, t'es chez nous l'un des artistes qu'on trouve le plus pro. C'est-à-dire vraiment le côté hyper pro dans la façon dont tu abordes les projets. Et notamment, et ça, il n'y a pas que nous qui le disons chez Ideal, mais aussi les gens avec qui tu as travaillé, les marques, les producteurs, etc. Moi, j'ai toujours entendu dire, Poulpe, c'est vraiment hyper agréable de travailler avec lui, de collaborer avec lui. Comme si ça faisait partie des trucs que tu savais faire. Non, mais je suis l'équivalent d'une pâte à pizza, moi. Tu vois, c'est que vraiment, tu veux une margarita, il n'y a pas de problème. On peut faire une margarita, tu veux machin, on peut. Enfin, tu vois. Non, mais parce que je pars du principe qu'on est là pour fabriquer ensemble et que ça va être cool. Quand je tombe sur des vrais cons, et il y en a plein dans ce métier, je le fais sentir quand même aussi. Je fais sentir quand j'aime pas des gens, tu vois, ce qui est pas du tout courant. Quand je viens collaborer avec des gens, c'est pas pour rien, tu vois, c'est que j'ai un peu senti la vibe et je me dis, ok, vas-y, ça peut être cool de faire un truc ensemble. Mais- Il y a des fois où je me suis planté et je mange ma merde tout le long du projet jusqu'à ce que ça soit fini. Et là, je suis trop content parce que je me dis, cet humain, je ne le reverrai plus jamais, tu vois. Et il y a aussi un truc où je peux être un vrai con aussi. C'est quand, effectivement, j'ai une bonne réputation dans ce métier, mais je pense qu'il y a aussi des personnes qui disent que je suis pas très sympa. Ouais, bon, moi je pense que tu peux éventuellement être désagréable si tu es déçu, tu vois. Mais je pense que. C'est pas désagréable, c'est nazi, je dirais. C'est plus ça. Mais, ah ouais, nazi, collaboration, Ouais. il y a peut-être Ouais, il y a un fil lien, il y a ouais, quelque je chose pense à qu'on tirer peut- de on ça. tient Je pense qu'on un peut thème faire une qui- chanson. ouais, On peut faire une chanson. Mais peut-être aussi le fait que tu aimes bien collaborer avec les gens, c'est peut-être juste parce que tu aimes bien les gens. Moi, j'aime bien les gens. C'est-à-dire que c'est aussi un truc, il y a l'artiste misanthrope, tu vois, l'artiste qui va entendre parler de personne, qui est seul dans sa bulle. Ouais. Généralement, c'est plutôt quelqu'un qui va écrire des romans, écrire des chansons,
mais pas forcément faire de la collab De audiovisuelle, la quoi. fantaisie, des romans de fantaisie, Des longs romans de des fantasy sagas. avec des personnages Non, mais nombreux. pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est que je considère ce métier et la vie comme un bac à sable gigantesque. Donc on est là pour jouer, tu vois. Et moi, je donne ma confiance très facilement. euh, et j'ai ce défaut qui est que quand je suis déçu, bah, je suis vraiment extrêmement déçu et je ferme la porte, quoi. Mais à la base, oui, je suis dans un truc où, génial, viens, ok. Tu es tout amour. Ouais, non, mais c'est surtout, on me contacte, le truc m'intéresse, ok, vas-y, chaud, avançons, voyons si on peut, et puis voilà. On continue sur notre petit exercice de tirage de Tu veux que papier. je prenne lequel? Le premier, là, Le celui premier. qui te vient sous la main. Les frères Pétou. Et ouais, les frères Pétou, parce que... Ah, pardon, je prends un petit temps pour Je m'essuyer. vous en prie, vous êtes dégueulasse. Ouais. Heureusement que c'est un podcast. Les frères C'est génial, Pétou... si les gens n'ont pas l'image, et je prends un temps pour m'essuyer, c'est super. Les frères Pétou... Ah, tu t'essuies dans ce sens-là? Ouais, Tu toujours, fais de l'arrière toujours. vers l'avant. Ah bah, moi, c'est... Enfin, ça dépend de la serviette. Les frères Pétou... Bah, je vais essayer de recadrer un peu cet entretien. Les frères Pétou, je voulais absolument qu'on en parle. Donc, le tirage au sort a été truqué, hein, là, je vous le dis, voilà, petit Moi, spoiler. j'avais pas capté. Je lui ai tendu la perche. Les frères Pétou, c'est un programme que tu as produit, Ouais, qui a été diffusé sur Canal, si je dis Ouais. pas de bêtises. bien sûr. Et alors là, est-ce que c'est l'ego du mec qui parle? Mais je vous le donne en mille. Non seulement le mec produit le programme, mais il joue tous les rôles. Oui, Qu'est-ce qu'on dit à ce moment-là? c'est plus simple. C'est plus plus simple. facile à gérer. Donc, après avoir dit qu'il aimait collaborer avec le monde entier, Mais non, Poulpe mais nous là, explique. Mais non, mais là, c'est très particulier. C'est que c'est l'adaptation d'un sketch où je jouais tous les personnages. Donc, à l'époque, c'était 3 persos. Et quand. C'est Canal, hein, qui m'a proposé d'adapter ces personnages dans le cadre d'une série. Bon, ben, on a vraiment discuté 2 secondes avec Canal. On s'est dit, bon, on continue le délire et je joue tout, ou je joue que les 2 frères et on fait rentrer du guest. Et très rapidement, on s'est dit, non, mais c'est le seul projet avec lequel tu peux te permettre d'être aussi radical et d'y aller à fond, et t'acceptes en tant que spectateur, tu acceptes le truc parce que ça vient c'est tiré d'un sketch où déjà c'était le cas. Donc du coup, oui, on est allé à fond là-dedans. Moi, ça m'intéressait aussi artistiquement parce que ça faisait longtemps que j'avais pas joué la comédie. C'est que moi, là, quand j'ai fait Les Frères Pétou, à ce moment-là, ça doit faire 6 ans que je suis animateur. Ouais. Donc j'ai pas fait le comédien, voilà, et j'avais envie de revenir au jeu. Et je me suis dit, quoi de plus simple que de jouer 8 personnages différents et d'essayer de faire en sorte que les gens oublient que c'est moi. Voilà. Et donc, du coup, ouais, c'est à la limite de l'exercice de style, en fait, cette série, quand même. Ah oui, et puis franchement, quel style, parce que, bon, pour ceux qui l'ont pas vu, c'est vraiment un petit bijou. Et quand même, le fait d'aller jusqu'à le produire, c'est-à-dire que non seulement tu joues tous les personnages, mais en plus, donc là, tu fais la prod, tu as fait la Ouais. prod exé avec ta propre société. Ouais. Donc ça veut dire maîtrise totale du budget, sachant que tu étais également producteur délégué. Donc c'est-à-dire que tu es allé négocier le budget avec le diffuseur, que derrière tu as dû gérer l'ensemble du budget. Et Non, parce que j'avais Ideal avec moi, donc j'ai pas senti la lourdeur. En fait, c'est une pub, ce podcast. Non, C'est une mais- pub pour Ideal ou pas? C'est juste pour si je dois regarder la caméra quand je dis que c'est super Ideal. Mais non, parce qu'en plus, moi je suis pas d'accord, parce que nous on a participé à la prod exé, mais la partie prod déléguée, pour le coup, on n'est pas intervenu. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est vraiment toi avec Vanessa. Avec Vanessa, bien sûr. Non, Où non, vous allez Vanessa, négocier le ouais. budget avec Canal, parce que en fait, pour donner un peu quand même la façon dont ça se passe, la prod audiovisuelle sur ce genre de projet. Donc là, il y a quand même au total 6 épisodes, si je dis pas de bêtises. Non, au final, on a fait 5 fois 15. 20. Voilà. 15, 20, un truc comme ça. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un minutage à produire assez important, donc on est sur des budgets importants. En fait, le but, c'était que ça fasse recoller, que ça fasse un 90 minutes, quoi, en gros. Donc on est sur plusieurs centaines de milliers d'euros de budget. Ouais. Et là, c'est vraiment le travail du producteur délégué que d'aller négocier ce budget avec le diffuseur. Mais Vanessa a fait vraiment,
tu vois, vraiment fait une grosse partie de ce taf-là, hein. Et ouais, et du coup, comment est-ce que tu arrives à te positionner toi là-dessus? Donc, tu es avec Vanessa, vous allez négocier le budget. Évidemment, vous êtes obligé de faire des arbitrages par rapport à la production artistique en permanence. Mm, Arbitrage que toi, tu vas être obligé d'incarner à l'écran, mm. puisqu'en fait, à chaque chose, tu disais, il y a une partie de frustration, mais il y a également une partie de renoncement dans la création artistique. Complètement, ouais. C'est-à-dire que chaque renoncement, parce que si tu veux un producteur qui renonce à quelque chose, il faut qu'il fasse accepter à son artiste ce renoncement. Et comme, Mais il va pas le vivre finalement. en fait, comme ça s'est fait, tout se faisait un peu en parallèle. Par exemple, tu vois, le budget, nous, on est en train d'écrire un 6 fois 20 minutes. Ok, il n'y a pas assez de budget. Bon, ok, bah, c'est 5 fois 20 minutes. Ciao, tu vois. Et il y a un peu ce truc-là, ça m'a fait chier parce qu'il y avait un épisode que j'ai retiré où il y avait un personnage que j'avais trop envie de faire, qui était... Voilà. Mais je me dis, eh, c'est pas grave, faut voir le truc plus haut. Et effectivement, l'arbitrage, il se fait... Quand tu as une bonne vision globale de ton projet, en fait, tu arrives très rapidement à voir qu'est-ce qui est essentiel et qu'est-ce qui l'est moins, tu vois. Et c'est pareil, les décors, à partir du moment où on trouve le bon décor qui fait que tu coches toutes les cases et que tout devient plus simple, c'est pareil, tu vois. Donc c'est pas... sur ce projet-là, en tout cas, c'était pas du tout une douleur, quoi. J'ai pas du tout ressenti la lourdeur administrative là-dedans. Ouais, aussi, mais aussi parce que ce que tu viens de dire, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu es artiste-producteur, peut-être qu'il y a les caractères séquentiels de la production qui s'estompent un peu. Parce que dans la prod audiovisuelle classique, il y a quand même l'écriture du projet, qui ensuite est validée par le producteur, qui va aller chercher le financement, qui derrière va ensuite permettre de faire le devis de production et tout ça. Ce que je veux dire, c'est que là, comme tu dis, on était en train d'écrire en même temps qu'on était en train de négocier. Du coup, il y a une forme d'agilité. C'est-à-dire qu'en fait, tu es beaucoup plus Complètement. souple. Mais parce qu'on est sur un plus petit format, tu vois, ça serait, j'ai n'importe quoi, mais on ferait une série qui serait un 10 fois 50 minutes. Évidemment que tu l'abordes pas du tout de la même façon. Tu vois, il y a un autre truc qui est con, mais le fait que je sois l'unique comédien, en fait, ça facilite aussi beaucoup de choses. Tu vois, c'est qu'il y a plus toutes les histoires de transport, d'hébergement, de dispo, de Tetris de date, de machin, de trucs. Tu vois, tout ça, ça dégage. Tu vois, en fait, il y a plein de trucs comme ça. Puis juste le choix, tu vois, du casting, où tu dois passer des castings et tout. En fait, c'était finalement assez simple. Ce qu'on savait, c'était que le cœur de ce projet-là, c'était le make-up. C'était le latex, c'était les effets spéciaux pour mettre différentes gueules dans la série. Et on savait que ça, il fallait pas y toucher. Est-ce qu'on peut se mettre un petit extrait, justement, Moi, c'est Michel Diamant. Mais c'est toi le diamant. Et là, il faut qu'on change nos noms. Faut que je change mon nom et que je change le tien. Faut qu'on aille à la mairie. Vous voulez qu'on se marie? Non, qu'on échange nos noms. C'est toi, Diamant. Non, moi c'est Patrick Pétou. Oui, mais justement, on échange nos noms. Parce que toi, t'es le diamant, quoi. Je comprends pas. Tu mérites de t'appeler Diamant, papa. Oh, mais pourquoi c'est si compliqué? Ok. Bon, et là, Je pourrais le regarder des heures. Michel Diamant, vraiment, Bah, je Michel l'aime. Diamant, Je pardon, mais est-ce qu'on n'est pas sur l'artiste-producteur? C'est-à-dire que Bah, Michel arrive, il chante, mais derrière, il produit, Bah, bien il sûr. diffuse. Bah, bien sûr. C'est Ouais, je l'incarnation. voulais faire un spin-off sur Michel Diamant, sur un prequel de lui, parce qu'en gros, donc pour moi, c'est le démon du showbiz. Oui. On le dit jamais dans la série, mais pour moi, c'est le démon du showbiz. Et c'est toutes les sirènes, tu vois. Et je voulais faire un spin-off de lui où, dans les années 80, dans le monde de la pop musique des années 80, et le moment où il fait un pacte avec le diable pour que ça marche, quoi, parce que sinon ça marche pas. Et donc ce truc cette notion de succès, de réussite dans ce milieu, de à quel point tu vas aller te vendre, en fait, vendre ton âme pour que ça marche. Et je trouve que la thématique, elle est hyper intéressante, mais surtout, c'est le personnage que j'aime trop, quoi. Il est fantastique. Bah non, mais qui parle et qui a toujours des leçons à donner de merde et tout. J'adore. Hein, je pourrais le mater. Mais c'est bizarre parce que tu vois, je dis je pourrais le mater alors que c'est moi. Ouais. Mais pour Enfin, moi, les make-up, le make-up est vraiment impressionnant quand même. mais C'est toi, mais. c'est pas du tout moi, tu vois. Pour moi, il existe et je l'aime trop, quoi. Et là, sur les frères Pétou, tu disais, en effet, donc tu faisais tous les rôles, il y avait une forme d'agilité dans la production, l'écriture et tout ça. C'est aussi quelque chose que moi je voulais mettre en avant dans le podcast, c'est que pour moi, artiste-producteur, c'est aussi
savoir quel type de projet peut rentrer dans cette catégorie. Bien sûr. C'est-à-dire qu'en effet, et c'est aussi ce que je trouve intéressant dans ton parcours, c'est que toi, il y a des fois où tu dis non, mais en fait, j'ai ce projet-là en tête, c'est pas du tout un projet d'artiste-producteur, parce que ça nécessite l'intervention d'un producteur extérieur. Sans spoiler tes activités actuelles, tu es sur l'écriture de films, Mm. long métrage, cinéma. Ouais. Là, pour le coup, la question de la production, c'est même pas posée. Pour l'instant, c'est trop tôt d'être en production sur mes projets de long métrage parce que je préfère me concentrer d'abord sur les casquettes d'auteur et réalisateur qui sont déjà quand même des trucs très chronophages et tout. Et je pense que c'est un peu le parcours classico de tous les gens qui commencent en tant qu'auteur réal, c'est qu'ils font 1, 2 films et puis au 3 ou 4e, ils deviennent coproducteurs parce qu'ils maîtrisent un peu plus le truc. Ouais. Mais ça, c'est vraiment, je pense que ça concerne, c'est pas que le cinéma, ça concerne n'importe quel projet. Je pense que c'est le truc classique de d'abord maîtriser à peu près ton premier corps de métier avant de pouvoir en faire d'autres. Et en ce qui concerne les artistes producteurs, je pense que le besoin de devenir coproducteur, c'est atténuer la frustration des premiers projets, quoi. C'est qu'il y a un truc où, comme moi, sur Recette Pompette, où c'était purement de l'ego, comme d'autres où ça va être financier, ou comme une troisième forme d'artistes qui serait des contrôles fric et de vraiment maîtriser de A à Z toute leur chaîne de production. Je pense qu'il faut d'abord aller un peu essuyer les plâtres avant de dire ok, vas-y, maintenant je maîtrise un peu plus mon truc. Et même, tu vois, je pense qu'il y a plein d'artistes producteurs dont je fais partie, hein, qui ne sont que sur la production artistique. Tu vois, et j'en connais plein. Je pense qu'il y en a plein chez Ideal, mais il y en a ailleurs que je connais qui sont en fait pas plus producteurs que moi au niveau administratif, tu vois. Mais ça, moi, je trouve ça justement super que on puisse créer des équipes où tu vas aller chercher justement la personne que ça. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui adorent faire des tableaux Excel, mais en tout cas, il y en a qui ça dérange moins, tu vois. Et du coup, constituer une équipe à ce niveau-là, je pense que c'est hyper important pour le développement d'un artiste. Moi, je connais des gens qui adorent. Ah ouais? Ouais. Mais tu peux dire leur nom? Non, parce Ah oui, qu'en fait, voilà, ça reste honteux, ça reste un peu honteux. Ça quoi. reste secret, c'est un Ouais. petit plaisir secret. Mm. On continue sur tes projets. On a un dernier projet à évoquer. Petit plaisir secret, le tableau Excel. Dernier projet que je tire au sort. Nombril, mon spectacle qui a été, donc j'étais en coproduction dessus. La captation, là, à l'heure où on enregistre le podcast, la captation est sortie sur Canal+ il y a une semaine. Coproducteur de la captation également. Coproducteur de la captation. C'était hyper intéressant parce que justement, dès le début, j'étais en... Mais aussi, je pense que c'est parce que je maîtrisais déjà l'éditorial du spectacle. C'est que j'avais déjà en tête tout le truc, je savais comment je voulais le raconter, sous quelle forme, quelles étaient mes thématiques, machin. Donc du coup, je me suis dit, voilà, très vite, je t'en ai parlé et très vite, on s'est dit, bah oui, non, mais évidemment qu'il faut se mettre en coproduction et chercher des coproducteurs et pas des producteurs de spectacles. Parce que tout le truc était clair dès le départ. Oui, puis c'était clair aussi sur l'image, sur Ouais. beaucoup de choses, Ouais. notamment dès que tu as évoqué la création de ce spectacle, tu avais aussi une certaine idée de la captation. Ouais, c'est vrai. Oui, Donc complètement. finalement, tu t'avais déjà bien avancé. Puis tu as eu aussi un parcours sur ce spectacle qui n'est pas le parcours classique du stand-upper qui va faire des 10 minutes pour essayer une partie de son spectacle. Comme il y avait quelque chose de très intime dans ce spectacle, tu voulais aussi le dévoiler en une fois, quoi. Ouais, puis la façon dont c'était écrit, c'est que ça n'est que des préparations de paiement qui vont se régler. Donc il y a des trucs que j'amène en début, mais qui viennent se résoudre à la fin, machin. En fait, c'était très compliqué d'extraire des bouts pour aller les tester. Donc oui, en fait, ça a été dès le début, j'ai testé 1h45 tout de suite, quoi. Mais donc oui, mais c'est parce que je maîtrisais bien mon truc, quoi. Et une des joies du stand-up, c'est donc évidemment la blague, le faire des blagues. Mais Ouais. l'autre joie du stand-up, c'est la billetterie. C'est-à-dire de pouvoir compter le nombre de personnes qu'il y a dans la salle et de se rendre compte que parfois tu fais des grosses salles, parfois des petites, Ouais. qu'il n'y a pas forcément une logique imparable Non, là-dessus. parce que tu peux faire des grosses salles et gagner moins d'argent que quand tu fais des petites. Ce qui reste un peu obscur. Un grand Ouais, mystère c'est quand même de un la délire. production humour. Mais oui, il y a tout un game qu'on ne maîtrise pas au niveau de la billetterie. Et ça, c'est heureusement que j'étais entouré parce que ça, c'est quand même un truc très mystique, quoi.
Ouais, coproduction avec M&G, Mathilde et Geoffrey. Ouais. Euh, Alors pour le coup, Mathilde maîtrise ouais, très bien. ce mysticisme de la billetterie et même le domine. Et du coup, non, c'est quand même assez agréable quand tu as quelqu'un qui maîtrise complètement cet art de la billetterie, qui est quand même ce qui fait vivre un spectacle. Hein. C'est quand même génial quand quelqu'un te dit, OK, on va faire ça, ça et ça, parce que du coup, ça va faire ça, et derrière, on aura ça. Et là, tu fais, ah bon? Et elle le fait et ça marche. Tu vois, tu fais, ah ouais, putain, OK, donc c'est une science maîtrisable, en fait. Ouais, et chaque secteur a sa spécificité, c'est-à-dire que tu as l'audiovisuel avec la question des financements, bam, tu arrives sur le spectacle vivant où au début, quand tu vois de l'extérieur, tu te rends pas compte à quel point la billetterie, c'est le nerf de la guerre, Ouais. finalement, pour l'exploitation du spectacle On vivant. ne se rend pas du tout compte de ça. Toi, tu as fait de la musique aussi, donc tu as déjà enregistré des chansons, diffusé des chansons, tu es allé un peu dans tous les arts. Est-ce qu'il y aurait d'autres secteurs que tu voudrais explorer, que tu n'as pas encore exploré? Bah là, j'ai mon sac à dos d'explorateur actuellement dans l'univers de la création de longs métrages et je fais que commencer. Et je pense que j'en ai pour 2-3 ans facile de sueur sur ces projets. Et après, je pense que... Alors, je sais pas trop la temporalité de comment tout ça va se dérouler, mais je pense que je vais évidemment refaire un spectacle parce que bah, j'ai envie de un peu plus maîtriser l'exercice parce que le premier, c'était un dépucellement qui s'est très bien passé, mais là, j'ai envie de faire une levrette maîtrisée. Je suis pas sûr de filer ma métaphore. Et, On verra pour le troisième spectacle. Et après, non, je pense que j'ai envie d'aller vers une forme plus pure de raconter des histoires. Donc, je pense que ça va être du roman ou un roman 2.0. J'ai commencé à réfléchir à... Je suis en train de fabriquer un truc là, mais ça va demander du temps et tout, mais voilà. Je suis en train de réfléchir à une forme 2.0 de roman. Trop bien. Ouais. Mais ça va être... Pour l'instant, je fais ça pour m'amuser en parallèle, quoi. Moi, je trouve hyper intéressant le fait de travailler avec des IA, que ça soit par le texte, par l'image, par le son, par tout ça. Ça fait déjà 2 ans que je m'amuse à créer des chansons, des clips. Voilà, bah, bon, ChatGPT est vraiment trop con au niveau écriture. S'il nous écoute, te vexe pas, mais c'est pas ouf en termes d'auteur. Mais Peut faire mieux. Mais il y a des trucs intéressants quand même en termes de texte. Et donc je suis en train d'essayer de mélanger un petit peu tout ça et de voir comment je peux bosser avec des IA pour créer des trucs que des gens feraient pas avec des IA. En gros, c'est ça un peu l'idée. Et de ramener de la radicalité de création dans ce monde aseptisé de robots. Et donc, je suis en train de réfléchir à tous ces trucs-là, mais voilà, ça sera un peu plus tard. Enfin, c'est déjà le cas, je joue avec, mais pour l'instant, c'est un jeu. Si j'en fais quelque chose de professionnel, ça sera plus tard. Trop cool. Merci, on arrive au bout de l'entretien. Comment tu l'as vécu? Écoute, moi j'ai beaucoup aimé. J'en ai transpiré de joie Ouais. Et d'émotion. Ta voix est particulièrement sensuelle. Alors, je me demandais s'il fallait que je m'approche un petit peu comme tu ça. parles un peu et que de je parle façon mutine, un peu mystérieux. Peut-être que je pourrais accentuer le côté un peu mystérieux. Bonjour. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter sur le thème? Alors, je te rappelle qu'il y avait un thème. Je sais pas si tu es artiste-producteur. Ouais, mais putain, le mec est trop fort. J'avais cru comprendre. Non, mais je pense que... En fait, les gens qui écoutent et qui n'ont jamais rien créé, mais qui ont envie de créer ou qui, en fait, avaient envie quand ils étaient plus jeunes, puis ils se sont fait avoir par cette saloperie qu'on appelle la vie. En fait, il ne faut pas hésiter. Il y a tous les outils qui existent pour créer, pour fabriquer et tout. Et effectivement, quand on parle de production, c'est tout aussi important. Il y a un truc que j'ai adoré. J'ai amené ma mère, vraiment je m'en fous, mais j'ai amené ma mère au musée Harry Potter à Londres. C'est vraiment un truc dont je me branle, j'ai vraiment jamais été fan, voilà. Mais je l'ai emmené au musée Harry Potter et c'est assez ouf, c'est que donc vraiment ça t'explique comment ils ont fabriqué Harry Potter. Donc, Ok. toute une vibe production. Et en fait, quand tu rentres, donc c'est une espèce d'expo géante, très ludique, mais c'est une expo géante des métiers de production de cinéma. Et quand tu rentres dans l'expo, le premier truc sur lequel tu tombes, c'est qu'est-ce que c'est la production? On t'explique le métier de production, tu vois.
Et je trouvais ça hyper intéressant pour les gens, tu vois, que les enfants, les adultes et tout, qui est quand même un truc qui ça veut un peu rien dire, tu vois, pour le grand public. Et je trouvais ça génial d'aller expliquer concrètement, ok, c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire produire. Donc voilà, les gens qui ont envie de créer, qui n'ont jamais osé ou qui se le sont interdits ou quoi, déjà faites-le, faites pas chier. Le monde ira mieux si tout le monde crée des trucs. Et ensuite, allez vous renseigner sur qu'est-ce que veut dire la production, qu'est-ce que ça veut dire avoir une équipe de production. Tous ces trucs-là, c'est sur Internet, il y a énormément de sites qui en parlent et tout. Parce que c'est vraiment le deuxième poumon, quoi, pour moi, de quand on crée un projet. Et après, les artistes qui nous écoutent, qui sont déjà dans un circuit de production, qui ont des producteurs, etc., rencardez-vous un peu sur les copains qui ont décidé de sauter le pas, de s'auto-gérer, parce que ça ouvre, ça a évidemment plein d'inconvénients, mais ça a aussi beaucoup d'avantages. Et il faut toujours essayer de sortir de sa zone de confort dans ce métier, parce que plus on est dans le confort, plus on est inintéressant, mais aussi on s'empâte très vite. Et donc du coup, sortir de son modèle, aller se rencarder sur d'autres modèles et tout, c'est quand même très vivifiant dans le secteur de la création. Ça sera mes derniers mots, et je pense que tout le monde est carrément scotché par ce que je viens de dire. Oh. Désolé, loser. Merci, Poulpe. Merci, Laurent, merci, Heidi. C'est facturé, ça, je dois vous facturer. Bien sûr, c'est moi qui fais la facture. On fait comme d'hab. Et il y a la commission dessus.